Ok les gars, l'heure est grave. Parce que quand je disais qu'il fallait ouvrir le dossier de Roger, ce que je voulais dire c'était que le mec n'était pas nécessairement plus fort que Barbe Blanche. Avec quelle preuve? Mais là, ce que les gens ont compris avec le dernier chapitre, c'est que Roger, il a vu, il est arrivé sur Laugh Tale et il a vu le palmarès de Im. Il a dit, c'est pas pour moi les gars. Moi je suis malade de toute manière, vous allez vous débrouiller. Et il riait. ¡Tú! ¡Había doble la mano y con triple paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! Que traiga... Trêve de plaisanterie les gars, le chapitre était incroyable. 1138, oh mon dieu, Oda vraiment incroyable. Tout ce que je peux faire c'est applaudir, je veux rien entendre. Elle bat jusqu'à maintenant, c'est un 10 sur 10 avec la nostalgie en fait, l'énergie, la magie de la pré-ellipse. Et finalement, l'intrigue ou le style d'écriture de l'ellipse, on a le meilleur des deux mondes. Et avec ce chapitre, on renforce non seulement le lore des géants, mais le lore du monde entier, du monde de One Piece. Alors par où commencer? Parce que bien évidemment, le chapitre n'était pas question uniquement de la Harley, des trois mondes. On a aussi Figarland, Shamrock, qui nous révèle son fruit du démon. Rectification, le fruit du démon de son sabre, qui a mangé le fruit du Cerbère, créature de la mythologie grecque, gardée des enfers. Shamrock va invoquer, à partir de son sabre, les Cerbères, qui est finalement un chien, une bête féroce à 3 têtes, et donc automatiquement 3 sabres. Et à qui je pense directement? Roronoa Zoro, qui aspire à devenir le maître d'Enma, le roi des enfers. Et donc, imaginez que Zoro se batte contre le gardien des enfers justement pour changer Enma en lame noire, ou ces 3 autres lames, me semble comme un match-up tout simplement parfait. Non seulement on a des parallèles avec Zoro et Shamrock, mais il existe aussi des parallèles avec Zoro et Loki qui ont rencontré pour la première fois Luffy dans des circonstances extrêmement similaires. Deux personnages qui ont un fond en fait bon, si t'as pas capté pour Loki, if you know, you know. Des personnages qui sont en fait victimes de leur réputation, enchaînés mais qui gardent espoir, qui gardent les yeux rivés sur leur objectif. Et quand on revient au chapitre qui nous présente Zoro, la raison pour laquelle il était enfermé, c'est parce qu'il avait finalement abattu le clébard de Hermep. Et donc, si 1150 chapitres plus tard, on a un Zoro qui finit par abattre le Cerbère de Shamrock, eh bien, pour moi, ce serait finalement une justice poétique. Donc là, je vous entends, vous allez me dire, Shamrock, c'est le chef des chevaliers divins, donc normalement, il devrait être l'adversaire de Luffy. J'avoue que c'est le style d'écriture d'Oda, mais Shamrock en tant que combattant avec ses capacités va juste trop bien à Zoro. Alors je me dis que lui pourrait quand même être assez balèze et se battre contre Luffy pendant que Zoro se bat contre le Cerbère. On aurait donc un 2v2, Shamrock et son sabre qui a sa propre conscience versus Luffy et Zoro. Voilà le futur roi des pirates et futur meilleur épéiste. Et on aura finalement Zoro en vainquant le Cerbère qui deviendrait le roi des enfers. Quant à Gunko ou Ganko, je vous avoue, je n'ai pas grand chose à dire sur le personnage. Par contre, elle me rappelle beaucoup l'archétype de personnage féminin qui se sont fait vaincre par Usopp dans le passé, dans le passé. Peu importe. Usopp, c'est l'arc justement où il va devoir step up. On ne l'a pas vu se battre à Onigashima. Mais le mec finalement a développé un acquis de l'observation à Dressrosa. Et je pense que pour un personnage dont le pouvoir est décrit comme pouvant toucher sa cible, peu importe quoi qu'il arrive, je pense qu'elle est parfaite justement pour qu'un personnage puisse évoluer sans HDO, sans acquis de l'observation. Et justement, en parlant de toujours toucher sa cible, c'est le travail d'un tireur d'élite. Alors je vois Usopp nous surprendre et se charger du personnage. Et peut-être avec l'aide de Nami qui finalement est un personnage féminin qui a aussi, voilà, une capacité à comprendre les directions et tout. Gonko, son pouvoir, c'est les flèches. T'as capté, ok, ça c'est ma vision pour les deux chevaliers divins. Qu'en est-il de leur plan? Shamrock a décidé qu'il fallait ramener quelqu'un d'autre. Et bien évidemment, ce personnage qui va se ramener, s'il n'est pas pour Zoro, eh bien ce sera pour Sanji. Qu'en est-il du lore? Comme je l'avais dit plus tôt, les personnages ont vraiment la chance de briller à nouveau. On sent qu'ils sont plus que juste des personnages d'arrière-plan. Franky part dans sa propre quête annexe, où est-ce qu'il est entouré du bois d'Adam et découvre cette muraille incroyable. On peut observer des minks, des lunaria, des hommes-poissons, sirènes, des géants. Et plus important encore, Nika, qu'on voit attaquer cette grosse figure, ce monstre qui, on dirait, possède le Mother Flame. On dirait donc une grande alliance, toutes les races y comprises, se battant contre cette figure démoniaque.
Donc voilà, je pense que tout le monde est d'accord, cette figure représente probablement Imusama. Plutôt, on parlait des parallèles entre Zoro et Loki. Eh bien, il y a aussi plusieurs parallèles entre Luffy et Loki. Justement, Loki a sa propre image du dieu soleil. Il pense qu'il est destiné à détruire le monde. Ce qui n'a rien à voir avec Luffy, qui est en fait le véritable dieu soleil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur Elbaf, Biblo, aussi c'est Iblo, il nous présente un texte religieux qu'on appelle la Harley. Et bien sûr, comme les écrits sont très anciens et ont été traduits maintes nombre de fois, eh bien, personne ne peut vraiment s'entendre sur le réel message de ces écrits. Ce qui va porter les géants à avoir 3 différentes interprétations du dieu soleil. À chaque fois que la Harley va parler du dieu soleil, soit il va s'agir de destruction ou de libération. C'est quand même assez énigmatique parce qu'on va nous présenter dans ce texte des chapitres ou plutôt des segments de l'histoire comme des mondes. Plutôt que premier chapitre, deuxième chapitre et troisième chapitre, on aura le premier monde, le deuxième monde et le troisième monde. Ce qui nous rappelle tout de suite Kaido à Onigashima et sa technique Ragnarok. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire par là? On sait que King semblait en savoir quand même plus que la majorité des personnages sur Joy Boy. Eh bien, ça, on va en parler dans quelques secondes. Mais avant de déchiffrer ces 3 textes, j'aimerais donner un shout-out à Flopper Laban, je veux dire Scooper Gaban, qui finalement va peut-être revenir dans l'histoire, même si à la silhouette, on penserait voir Shiki. Je pense qu'il s'agit d'un hareng rouge, parce qu'au moment où est-ce qu'on aperçoit le personnage dans ce chapitre, eh bien, Luffy est en train de parler de l'équipage du roi des pirates, comment est-ce qu'il représentait la famille de Shanks le Roux. Et donc, c'est un peu trop... Voilà, je serais vraiment surpris si c'était Shiki, d'autant plus que le personnage se disait attendre les Mugiwara, tout comme Rayleigh les attendait avec Shaki, et bien je verrais Scooper les attendre avec Ripley. Alors pour ce qui est du premier monde, sur Terre il y avait des flammes, les hommes consumés par leur avidité touchèrent le soleil interdit. Les esclaves se mirent à prier et le dieu soleil répondit à leur appel, mais le dieu de la terre, empli de colère, se dressa. Avec le serpent des flammes infernales, ils unifèrent leurs forces, le monde tout entier fut englouti dans la mort et l'obscurité. Jamais plus les chemins ne se croisèrent. Ce que j'entends, c'est que les hommes ont volé la flamme éternelle, ils ont volé le Mother Flame par avidité et se sont servis de ce pouvoir pour s'élever au statut de Dieu et maltraiter le peuple rendu maintenant esclave. Ce peuple a prié. Et voici la première apparition de Nika. Non Joy Boy, mais Nika, cette figure mythologique, est apparue pour aider les esclaves. Malheureusement, Nika a perdu ce combat contre le dieu de la terre et le serpent infernal aux flammes, aux flammes infernales. Donc c'était du 2v1, Nika a perdu. Le deuxième monde, dans le néant, un souffle prit vie. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Le soleil ne répandait que la guerre et ses flammes. Le peuple de la demi-lune fit un rêve, le peuple de la lune eut aussi sa vision. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Le dieu de la mer, empli de rage, se dressa, jamais plus les chemins ne se croisèrent. Ce que je comprends ici, c'est que le dieu de la forêt a envoyé ses démons. Qui est le dieu de la forêt? J'ai l'impression que ce serait Im qui aurait envoyé le Gorosei, ou peut-être qu'avant il y avait plusieurs figures que le Gorosei et pas juste 5, peut-être. Ou bien on part d'un autre dieu, un autre personnage qu'on ne connaît pas encore, qui a envoyé des personnages capables d'utiliser les fruits du démon. Et donc le dieu de la forêt envoya des démons causant une grande guerre. Cela étant dit, il y a le peuple de la demi-lune et le peuple de la lune. Peuple de la lune, j'entends les Lunaria de la demi-lune, peut-être les Kozuki ou alors le peuple de Chandora. Les deux peuples ont eu leur propre vision et ont su garder espoir. Peut-être bien la raison pour laquelle les Kozuki se seraient mis à écrire les poneglyphes en premier lieu. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est à partir du deuxième monde que la mer a fini par se rébeller. L'océan les a complètement reniés, les empêchant maintenant de nager, ce qui a fait en sorte que Joy Boy, peu importe, n'ait pas pu accomplir sa promesse de revoir la sirène. J'allais dire la petite sirène, de revoir Poséidon. Dans le chaos, il y avait le vide. Les traces défavorables se souviennent du jour promis. La voix de la lune fragmentée résonne. La voix de la lune fragmentée, les Kozuki, leur voix résonne à travers les poneglyphes. Le dieu du soleil danse et sourit tout en guidant le monde vers sa fin. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera. Ils se croiseront sûrement à nouveau. Alors pas étonnant que Loki pense que son travail c'est de détruire le monde. Mais on va pas se mentir les gars, le troisième monde c'est clairement l'histoire de Luffy. Luffy qui finira, je pense, par détruire le monde pour en créer un nouveau. Si on veut une aube nouvelle, il faut en fait détruire ce qui était là avant. D'où vient la vision de Luffy qui détruira l'île des hommes poissons. Tu veux un nouveau monde, eh bien tu devras détruire l'ancien. Est-ce que c'est le but de Loki? On en sait peu, mais ce qui est sûr les gars, c'est que le roi Harold voulait les problèmes. Regardez-moi sa tête, Ce gars-là voulait les problèmes. Et je pense que si il commençait à calmer les géants, à les faire oublier leur culture de guerre. Je pense que le roi Harold, c'est une grosse fraude en fait. Ses cornes, c'est peut-être même pas lui qui les a coupées. Le mec, il voulait accéder au rang de chevalier divin.
Loki a appris ce qu'il voulait faire et a dû le tuer. Parce que pensez-y, tous les témoins de la bataille sont maintenant morts, décédés. Et le seul qu'on a, c'est mon ex Ja-Rule, ok? Ja-Rule qui a l'air complètement sénile. Mais c'est pas grave. Si on suit bien ce que le personnage dit, il n'a rien dit de négatif sur Loki. Loki qui a une affection pour les créatures de la forêt. Luffy qui semble le faire confiance et on sait que Luffy se trompe rarement sur le caractère des gens. Et pour finir, une conversation avec un personnage qui s'est lié d'amitié avec Loki et qui nous fait comprendre que Loki, sur toutes ses grandes paroles de « je vais détruire le monde, je vais détruire la terre », peu importe, se cache en fait l'affection qu'il porte pour ses proches. Alors comment dire les gars, ce chapitre était franchement incroyable. Je fais pas souvent des revues de chapitres, mais pour le coup je me suis dit qu'il fallait en parler. Ripley qui dit que ce texte ou cette muraille plutôt, on dirait le rêve d'un enfant. C'était beau en fait, ça m'a rappelé le ending numéro 1 de One Piece, qui parle justement, si on suit les paroles en français ou en anglais, qui parle justement du rêve d'un enfant. Allez voir ça. Et donc les gars, je sais que je n'ai pas trop parlé de la muraille parce que c'est pas ma spécialité. Alors si vous avez des indices, des théories sur ce que vous pensez que cette muraille représentait, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Sur ce les gars, on est très près des 2000 abonnés. C'est pas encore fait, mais on est bientôt là, donc n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.